je mets tout de suite au point. Je pense qu'il y a dans la salle des collègues qui appartiennent à la première chambre civile, donc je pense que leur raisonnement, personnellement, je ne viens que de la chambre commerciale et nous n'avons pas encore eu ce débat, ou à ma connaissance, puisque je viens de la quitter. Alors, en lisant comme juge des brevets, mais le raisonnement de la Cour de cassation, si ce raisonnement devait être modifié, comme l'a exposé monsieur le professeur Gauthier, évidemment, il s'appliquera absolument à tous les juges, juges du droit et juges du fait. Ça, il faut bien l'admettre. Alors, en lisant l'ensemble de ce dossier, je crois qu'on doit tous reconnaître les 4 raisons que je vais redire un petit peu. On est maintenant dans une articulation des lois et des juridictions européennes. Ça, qu'on le veuille ou non, il y a un changement depuis le raisonnement de nos révolutionnaires. Les lois, même en propriété intellectuelle, je dirais presque surtout en propriété intellectuelle, à la veille d'installer la Cour européenne des brevets à Paris, il faut bien admettre que le droit fondamental devient un droit européen. Alors, droit européen signifie Cour européenne, et jurisprudence et raisonnement du juge européen. On le voit. Enfin, on le sent venir dans cet arrêt. Moi, ma conclusion, je la donne en commençant. Il ne me paraît pas si révolutionnaire. Il me paraît légèrement tendance et changement, mais je crois qu'on pourra arriver à une articulation entre abandonner un petit peu notre raisonnement par syllogisme, mais aussi introduire le raisonnement anglo-saxon dans notre manière de travailler. Alors c'est peut-être une façon de m'exprimer, un compromis un peu normand, mais je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est moins facile, ça manque de clarté et surtout de prévisibilité, ce qui est pour des juristes qui est un peu inquiétant, c'est vrai, mais je pense qu'on va être aussi amené à cette réflexion et l'université nous y aidera. Alors, c'est vrai aussi, dans cet arrêt, il y a une appréciation in concreto et non plus un simple contrôle de légalité. Ça, c'est clair, mais quand on est confronté toujours aux juridictions européennes, on a cette appréciation in concreto. Je ne veux pas tomber dans une critique de nos collègues anglo-saxons, mais qui nous disent qu'ils ne comprennent strictement, je suis désolée pour mes collègues, mais je le prends aussi pour moi, qui ne comprennent rien à la lecture d'un arrêt de cassation. Alors, c'est quand même un petit peu inquiétant. On est... Ils ne parlent pas français. En plus, ils ne parlent pas français. Alors, nous essayons de comprendre en anglais leurs décisions. Alors, là, le point qui est, moi, je crois, le plus important, c'est ce contrôle de proportionnalité. Bon, dans l'arrêt, on l'a tous lu, l'affaire, M. le professeur Gauthier l'a exprimée avec brio, mais elle est relativement simple. Et il y a ce contrôle de la proportionnalité, de la restriction apportée à la liberté d'expression. Il y avait un but poursuivi dans cette affaire. Quel est le droit de ce photographe? Mais, alors là, ça dépasse un petit peu le raisonnement. J'ai eu l'impression, en lisant tout ce dossier, que le droit d'auteur, maintenant, devenait... Alors là, je vais choquer le professeur Gauthier, mais le droit d'auteur était presque une exception. C'était au sein de la liberté d'expression qu'il fallait examiner le droit d'auteur. Et si on dit ça, oui, je le dis avec prudence, mais je ne suis pas la seule à avoir... J'ai lu tous les commentaires, brillants d'ailleurs, depuis cet arrêt là, qui sont sortis chez vous, j'y presse. On s'aperçoit presque que le droit, il est d'ailleurs, le droit fondamental, c'est notre droit depuis 1789, maintenant intégré en Europe par le traité de Lisbonne, c'est la liberté d'expression. Alors, il faut quand même que... je vais revenir sur le droit d'auteur. Alors,
et là c'est peut-être le sens, je ne sais de quitter la Cour de cassation, Mme Crédville en sait peut-être davantage que moi, la motivation du juge, que l'on voit dans toutes les notes exprimées par les groupes de travail de la Cour de cassation, peut-être, si on avait cette motivation plus forte, je dis bien peut-être, je ne serai pas très précise, puisque c'est une tendance. Alors, comme toutes les tendances, elle va se préciser, elle va se rationaliser un petit peu, parce qu'on lit un petit peu des choses qui tombent un petit peu dans des excès. La motivation du juge, qui est celle du juge du fond, mais là, on voit qu'il y aura une motivation du juge de cassation qui arrive. Et qu'est-ce qu'a demandé le juge de cassation en l'espèce? Uniquement que les juges du fond expliquent ce juste équilibre entre les droits en présence et pourquoi ils choisissaient l'un ou pourquoi ils choisissaient l'autre. Ou la liberté d'expression de notre peintre, ou bien le droit d'auteur du photographe. On ne peut pas savoir ce que décidera la Cour d'appel de renvoi, mais enfin, je n'en sais rien, je ne serai pas dans la composition. Mais il est fort possible que ce soit le droit d'auteur qui l'emporte. Donc, il n'y a pas, c'est pour ça que c'est pas révolutionnaire. Le juge de cassation a simplement dit « nous voulons comprendre votre raisonnement ». Et d'ailleurs, le juge de cassation n'a pas motivé davantage. Il a dit « nous voulons comprendre comment vous avez choisi dans la balance de ces intérêts ». Voilà, c'est comme ça que j'ai analysé cet arrêt. Donc, j'y ai pas vu. Je trouve qu'il est passionnant parce qu'il donne matière à débat. Et j'y étais particulièrement sensible en étant chargée de cette future, enfin, ayant été plus que chargée de cette future Cour européenne des brevets, qui sera à dominante, qu'on le veuille ou non, anglo-saxonne. Bon. Donc c'est comme ça. On a la chance de l'avoir à Paris, donc ce sera à nous d'imposer, alors je ne sais pas quel raisonnement, mais lorsqu'il y a une dominante anglo-saxonne, il faut aussi trouver une articulation. Alors, sans vouloir faire plaisir à la Cour de cassation, j'ai trouvé que c'était plutôt un moindre mal, si je puis dire, et quelque chose d'assez équilibré. Quand le juge de cassation, la première chambre, a dit « expliquez-nous comment vous articulez entre les deux et pourquoi ». Donc, honnêtement, c'est un défaut de base légale. Donc, c'est presque... plutôt dire au juge du fond, vous avez appliqué les textes, mais vous ne nous avez pas trop dit comment, ni pourquoi. Alors, c'est pas, je ne pense pas que ça change vraiment. La Cour de cassation n'a pas dit « nous sommes là en matière de liberté d'expression ». Elle ne l'a pas dit. Et c'est plutôt les commentaires qui le lui font dire. Donc c'est là où je suis plus réservée et moins inquiète. En revanche, sur la méthode de raisonnement, je ne suis pas inquiète. En revanche, je suis presque un peu plus inquiète, et je reviens aux propos qui ont fait bondir monsieur le professeur, c'est que je sens que la liberté d'expression, alors là, sur le droit substantiel, va nettement prévaloir sur le droit d'auteur. Et là, ça m'inquiète un petit peu en tant que, quand même, juge de droit de la propriété intellectuelle. J'ai rien contre la liberté d'expression. Mais enfin, je suis très favorable au droit d'auteur. Et là, il me semble qu'il y a un déplacement. Quand j'ai bondi hier ou avant-hier en lisant l'article 1er du futur projet de loi, la création est libre. La création est libre, mais qu'est-ce que ça signifie? Rien du tout. Alors, on voit bien qu'il y a cette liberté de la création, liberté d'expression, parce que certains même mélangent création, expression. Enfin, là, il y a une confusion totale, me semble-t-il. Et en plus, en l'espèce, on est vraiment en matière de droit d'auteur. Et je suppose que ce sont des matières qui vont être abordées tout à l'heure par des gens bien plus compétents. C'est le problème de la rémunération du droit d'auteur. Et on voit bien que la rémunération là, du droit d'auteur se déplace. On n'est plus du tout liberté d'expression, c'est libre, c'est gratuit, c'est n'importe, enfin, moi je trouve c'est un peu n'importe quoi, sans contrainte.
Le droit d'auteur était et a des contraintes. La création artistique, toute forme de création d'auteur, doit être rémunérée, et non, ça c'est fini. C'est ça qui m'inquiète plus. Et j'ai trouvé que, enfin, je peux me permettre, j'ai trouvé que c'était moins abordé que ce dans les commentaires, mais comme a dit monsieur le professeur, c'est récent. En ce qui me concerne, je m'inquiéterai davantage sur le droit substantiel et en revanche le raisonnement. C'est vrai que le raisonnement par syllogisme va devoir être modifié. Ça, c'est non seulement une tendance, mais c'est une contrainte européenne. L'Europe est comme cela, ce n'est pas une Europe de civil law, ce n'est pas non plus totalement une Europe de common law. Je n'aime pas du tout cette expression, parce qu'elle est bateau, mais c'est sui generis. Il va falloir s'y adapter, il va falloir contrôler. Le juge de cassation va devoir s'exprimer sûrement un peu plus clairement. Je le dis pour avoir rédigé, comme certains collègues ici, beaucoup d'arrêts. Je trouve qu'on a une façon intéressante, sur le plan strictement intellectuel, très précis, mais quand à l'aune, à la lecture de collègues dans des langues étrangères, c'est franchement, il faut reconnaître, c'est illisible. Alors, la tendance va être d'articuler davantage entre plusieurs modes de raisonnement strictement juridiques, mais je pense aussi qu'il faut voir les tendances sur le fond, un égalitarisme, on est pour, on est contre, débat d'idées, liberté d'expression, droit de propriété, droit d'auteur, on est pour le partage en plateforme, etc., de la propriété. Rappelez-vous, moi j'étais, alors là cette fois dans la formation, j'ai le droit de me critiquer moi-même, quand on a donné une suite à Cosette. Enfin, honnêtement, j'ai trouvé que c'était strictement ridicule, mais bon, on peut être mis en minorité. Victor Hugo, on a quand même battu en brèche tout le droit de morale de Victor Hugo, et tout ça pour qu'il y ait des films de télévision qui manquent d'idées, et on a donné à Cosette ça, je ne sais plus, on a marié Cosette, enfin je ne sais plus trop les faits de l'histoire, c'est aberrant, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, la rémunération donc, de la création se déplace. On va vers un pragmatisme, c'est vrai, beaucoup plus anglo-saxon. Alors, je crois qu'on pourra continuer un tout petit peu à en débattre, mais peu d'inquiétude. Mais sur le raisonnement, il va falloir trouver des ajustements. Et ça, je pense que l'université va sûrement beaucoup nous aider. Voilà, je pense aussi que... je vais donner un petit exemple, je voulais le donner en conclusion. Mais j'ai appris très récemment que Wagner avait, dans son testament, interdit que Parsifal soit joué. C'est comme cela. Bon, après, on ne peut pas sonder les âmes des défunts. Donc, Parsifal ne devait pas être joué, c'est dans le testament de Wagner. 50 ans plus tard, sûrement des grands mélomanes ont lu ce testament et surtout sont tombés sur les écrits de Wagner. Ils ont dit quel manque à gagner pour l'éternité de la musique, et c'est comme ça que nous avons la chance tous de pouvoir écouter Parsifal. Donc, si vous voulez, là, on voit bien que les droits d'auteur, le droit moral, tout a été bafoué, et on a eu cette chance de la liberté musicale au nom de la liberté d'expression. Tout le monde en profite. Bon, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être dans des considérations excessives. Mais là, nous avons donc, monsieur le professeur, un nouveau raisonnement à établir dans les contraintes, moins de syllogisme, plus d'explications, plus de motivation, même pour la Cour de cassation, et sûrement revoir un peu le droit substantiel de la propriété intellectuelle. Bon, c'est sur l'autorisation qui était à demander, c'était là l'articulation. Si on appliquait le droit de la propriété intellectuelle, c'est vrai,
il n'y a pas eu de demande d'autorisation, et c'est assez fréquent, maintenant, ces collages, etc., puisque c'est la mode, où dans les installations, on reprend d'autres inspirations chez d'autres artistes, et très souvent, les auteurs, les seconds, si je puis dire, demandent les autorisations. Donc, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, c'est sur ce point qu'on est un peu aussi attaqué par la justice européenne et surtout par les textes. Le droit européen nous donne une marge d'appréciation assez faible dans ce qui est l'analyse de la liberté d'expression. Si par exemple on se trouve dans un débat politique, là c'était une œuvre artistique, mais sur la liberté d'expression politique, il n'y aurait eu absolument aucun problème. C'était obligatoirement le peintre qui, je ne sais pas, voulait donner un sens politique à toute son œuvre. Donc, en revanche, si on se situe, et c'est peut-être en l'espèce le cas, mais je ne veux pas anticiper, c'est une affaire en cours, mais on a une plus grande, large, matière à liberté d'expression quand on se situe simplement au regard de nos collègues européens et même du législateur européen, quand on est uniquement dans le domaine commercial. Et là, peut-être n'était-on que dans le domaine commercial, ce qui exigerait effectivement l'autorisation du premier artiste. J'en ai pour référence 2 décisions qui sont un tout petit peu proches, on pourrait peut-être s'en inspirer, qui concernaient d'ailleurs la France à la CEDH. C'était des photographes et des maisons de couture. Les photographes n'avaient absolument pas respecté les contraintes des maisons de couture, et la Cour a donné raison aux maisons de couture en disant les photographes auraient dû demander nos autorisations pour publier dans tel ou tel journal des photographies de mannequins, etc. Donc, domaine commercial. Je crois qu'il y a eu aussi un arrêt qui s'appelle Pirate Bay, et là, la même chose, les propriétaires ou je ne sais pas comment on dit, les agents de Pirate Bay avaient contrefait des droits d'auteur sur Internet. Et là aussi, la CEDH a dit nous ne sommes pas dans un débat d'idées, dans un discours politique, donc la marge d'appréciation est totale pour les autorités nationales, donc l'autorisation qui est prévue par les textes doit s'appliquer. Et le problème, c'est quand on lit la jurisprudence de la CEDH, elle ne donne pas tant de liberté de manœuvre aux autorités nationales, législateurs ou juges, lorsqu'il s'agit strictement d'un débat d'idées. D'ailleurs, c'est un des argumentaires qu'a donné évidemment le peintre en disant « mais je suis dans la critique de la société, dans la société de consommation, patati patata, donc c'est pour ça que j'ai fait du collage et que j'ai repris des photographies ». Le problème, il est là. Je crois que c'est encore là, presque plus, et nous sommes presque d'accord avec monsieur le professeur, sur une évolution de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, mais je pense, et ça, je ne sais pas, je ne veux pas anticiper sur le débat de la journée, mais moi je serais, je ne sais pas, avocat ou journaliste en ce qui concerne strictement les droits d'auteur, méthode traditionnelle, j'aurais quelques inquiétudes à me faire. Il suffit de lire le projet de loi qui je ne sais pas s'il sera soumis au Parlement, mais qui est en train d'être proposé par notre ministère de la Culture.